Bonjour, à votre avis, quel est le lien entre les quatre éléments, l'alchimie et Frankenstein? C'est ce que nous allons voir à travers quelques exemples de ce livre Curieuse histoire de la science quand les chercheurs se trompent de Jean-Charles Baudet. Les quatre éléments. On commence l'histoire avec une personne dans l'Antiquité grecque qui décide d'arrêter de croire les traditions, d'essayer de penser par lui-même. Cette personne, c'est Thalès de Milet, et l'auteur estime que les prémices de la science sont là. Thalès de Milet se dit, bon, j'observe que quand il y a des enfants de mêmes parents, ils sont différents, que quand on fusionne des métaux, on peut produire différents objets avec, qu'une plante, à la base, qui est une racine dans la terre, va produire des tiges, des feuilles, des fruits, qu'une source d'eau va produire un filet d'eau qui par la suite, avec d'autres, donneront un fleuve. Et donc il estime que à chaque fois il y a une chose à la base qui va, en se diversifiant, va en donner d'autres. Et il se dit, peut-être que le monde ce n'est que ça, ce n'est qu'une diversification d'un seul élément primordial. Et il décide de choisir l'eau pour sa théorie. Cela peut paraître grotesque pour notre époque, mais en réalité, il faut se dire que c'est une sorte de prouesse quand on doit surtout écouter la tradition et la transmettre. Là, il essaie de réfléchir par lui-même. Suite à Thalès de Milet, il y a ce qu'on appelle les physiciens de Milet qui ont essayé tour à tour de trouver d'autres éléments à la place de l'eau. On aura donc l'air, le feu et la terre qui tour à tour seraient considérés comme des éléments primordiaux. Et c'est Empédocle qui va synthétiser un peu toute cette théorie des quatre éléments, disant que chaque chose a une composition avec des proportions différentes de chaque élément. Par exemple, la fumée a majoritairement l'élément air dedans. Voilà. Dans les objets brillants, il y aurait majoritairement l'élément feu. C'est pour ça qu'on le verrait mieux. En parallèle, il faut se dire qu'il y a la théorie de Démocrite, qui pense plutôt qu'il y a des centaines d'éléments qu'il nomme atomes. Alors pourquoi la théorie des quatre éléments a-t-elle persisté autant de siècles par la suite? C'est certainement dû à Platon, qui a repris la théorie à son compte et qui a essayé de la démontrer, ce qui est certainement l'erreur que l'auteur essaye de dénoncer à travers cet exemple. Il commence par faire l'hypothèse suivante qui est, peut-on parler d'hypothèse, qui est que dans chaque chose, il y a un élément qui le rend visible et un élément qui le rend tangible. L'élément qui rendrait visibles les objets, ce serait l'élément feu. Et ce qui rendrait tangibles les objets, ce serait l'élément terre. Et c'est là où il y a le problème, puisque Platon va continuer et dire « Oui, mais deux éléments, ça ne suffit pas. Pour que ça soit plus harmonieux, il en faudrait trois. Mais en fait, trois, c'est pas suffisant, il en faudrait quatre. Donc pour que les choses soient bien harmonieuses, il en faudrait 4. Et donc c'est juste pour un rapport esthétique, une raison esthétique, que Platon estime qu'il y a 4 éléments. Et c'est ensuite pendant des siècles que cette théorie va être gardée. Et c'était accepté à chaque fois parce qu'il faisait figure d'autorité. Thalès avait justement rejeté la tradition, quelque part l'autorité, pour essayer de se faire une idée à partir de ses observations. C'est donc un peu le contraire de ce qui s'est passé. Mais l'histoire des quatre éléments ne se termine pas là. À cette époque, on démontrait qu'il y avait 5 polyèdres réguliers. Ce sont des volumes qui peuvent être inscrits dans un cercle et leurs faces sont égales. Et là, Platon se dit, moi je vois une magnifique correspondance entre... Enfin, il ne dit pas comme ça. Il y a une correspondance entre les polyèdres réguliers et les éléments. Bon, déjà il y en a 5 d'un côté, 4 de l'autre. Il dit par exemple le cube immuable, ça va être l'élémentaire. La pyramide, ça va être le feu. Voilà. Et ensuite, dans une œuvre Épinomie, on ne sait pas si c'est Platon ou un de ses élèves, il va être dit que en fait, le 5e polyèdre régulier, ça va être l'éther, donc un nouvel élément, voilà, pour que ça colle. Et donc, il y aurait 5 éléments. Aristote reprendra aussi à son compte la théorie des 4 éléments, en disant que ce qui tombe,
Si cela tombe, c'est parce que il y a de l'élément terre dans cette chose qui tombe. Et cet élément terre essaie de rejoindre son élément, c'est pour ça qu'il tombe. C'est l'inverse pour les objets qui ont majoritairement de l'air, ils vont s'envoler parce qu'ils essaient de rejoindre leur élément. Et pour l'eau, par exemple, ça va faire en sorte de rejoindre la mer. Voilà. Et on aurait pu s'arrêter là, mais c'est pas fini, parce que ça a aussi influencé la médecine. Hippocrate, qui était considéré comme le père de la médecine scientifique, à partir de ses observations, constatait qu'il y avait plusieurs fluides dans le corps, qu'il appelle humeurs. Il y a le sang, la lymphe et la bile. Et là, il se dit, imprégné de la théorie des 4 éléments, ah mais oui, mais la santé, c'est un équilibre entre 4 humeurs. Donc, il invente une 4e humeur, 4e liquide, qui serait la trabile. Sauf qu'il n'en a jamais fait l'observation. Et cette théorie qu'il y a 4 humeurs au lieu de 3 va perdurer pendant des siècles. Donc on a vu que cela souffrait d'un argument esthétique avec Platon, mais aussi de correspondance entre les solides et les éléments. Mais il n'y a pas que les 4 éléments qui ont souffert de correspondance, et c'est ce que nous allons voir avec l'alchimie. Restons dans l'Antiquité grecque. À cette époque, ils observèrent 7 corps qui avaient un mouvement propre dans le ciel. Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Contrairement aux étoiles lointaines qui donnent l'impression d'être sur une tapisserie et qui bougent ensemble. Tout ça, c'est pour l'observation dans le ciel. D'un autre côté, ils connaissent 7 métaux. L'or, l'argent, le vif-argent, le cuivre, l'étain, le plomb et le fer. Que s'est-il passé à votre avis ? Eh bien oui, il y a quelqu'un dont on n'a pas retrouvé la trace qui a fait le lien entre les objets célestes et les métaux. Donc, on avait par exemple l'or qui était le métal du Soleil ou le vif-argent qui était le métal de Mercure, d'où le nouveau nom du vif-argent qui est le Mercure et qui partage le même nom que la planète correspondante, etc. pour les autres planètes et les autres métaux. Et pour une histoire d'astrologie, il y aurait une sorte de hiérarchie entre les astres. Ce serait donc la même chose entre les métaux. Il y aurait donc un métal parfait qui serait l'or, et de l'autre côté, le fer qui serait imparfait. Et l'idée fait son chemin que, en faisant les bons procédés, on pourrait perfectionner les métaux et retrouver par exemple de l'or à partir de métaux moins imparfaits. Cette idée va se développer, surtout se complexifier avec un symbolisme important, être transmis secrètement d'initié en initié. Vous l'aurez compris certainement, c'est l'alchimie, qui était donc à la base une correspondance infondée entre l'observation d'objets célestes et l'observation de divers métaux. On a vu comment des observations qui sont à la base de la science ont ensuite été interprétées pour donner la théorie des 4 éléments ou de l'alchimie qui nourrissent notre imaginaire. Mais qu'en est-il de Frankenstein ? On va faire un bond en avant en 1780, rejoindre un certain Galvani, un anatomiste qui fait des vivisections sur des grenouilles. Il remarque, quand il touche avec son scalpel le nerf de la grenouille, qu'il y a des contractions musculaires. Ici, rien de nouveau, c'était quelque chose de connu. Mais un jour, dans son laboratoire, il y avait une machine qui était activée, c'était une machine électrostatique, une sorte de globe de verre avec des tissus qui frottent à l'intérieur. Et il remarqua qu'un jour où il faisait une vivisection, les contractions musculaires étaient beaucoup plus importantes en présence de cette machine électrostatique qui fonctionnait. Il garde ça dans un coin de la tête et un autre jour, un autre accident se produisit. Il prit une cuisse de grenouille et l'accrocha sur un crochet en cuivre. Puis il déposa le tout sur un objet en fer. Apparemment, c'était une balustrade. Soudain, alors qu'il n'y avait pas de machine électrostatique, il vit que la cuisse de la grenouille s'agita fortement. Et là, il se dit, mince, la grenouille produit sa propre électricité. Et du coup, il y aura des gens comme Galvani qui vont penser que les êtres vivants produisent leur électricité. Ça sera le galvanisme. Et il y en a un autre, qu'on connaît, qui s'appelle Volta,
qui va, lui, estimer que ce n'était pas la grenouille qui produisait l'électricité, mais c'était les deux métaux, le cuivre et le fer, qui allaient en produire. Et donc il y a eu une polémique entre le galvanisme et le voltaïsme. Volta mettra fin à cette polémique grâce à l'expérience de sa pile, des couches de zinc et de cuivre avec de l'eau salée, les deux lamelles de chaque bout de la pile rapprochées, des étincelles sont produites. Il montre que l'électricité est produite par ces métaux. Mais le nom de Galvani persista. D'ailleurs, ça a donné le mot galvanisé en langue française. Mais plus pour une électricité produite par l'animal, mais une électricité produite par des métaux pour essayer de faire revivre cette fois-ci des êtres vivants. Puisque l'électricité produit le mouvement au niveau d'une cuisse de grenouille, par exemple, que le mouvement c'est la vie, il serait donc question d'envisager la résurrection par l'électricité. Et c'est ainsi que le galvanisme sera étudié par quelques médecins, dont Aldini. Celui-ci, d'ailleurs, fit des expériences sur des cadavres de décapités, notamment sur la tête qui, sous l'électricité, eut de violentes contractions au niveau du visage, donnant des grimaces. Tout cela avec une pile de 100 plaques de zinc et d'argent. Le mort resta cependant mort. Mais après tout, le galvanisme a-t-il dit son dernier mot? Le défibrillateur que l'on connaît aujourd'hui, c'est un choc électrique pour remettre sur pied une personne. Il y a peut-être un reste du galvanisme, mais c'est surtout dans notre imaginaire qu'il s'est insinué grâce à Mary Shelley, qui s'est inspirée du galvanisme pour créer son succès littéraire, qui est le Dr Frankenstein or the Modern Prometheus. Voilà, j'espère que vous aurez compris le lien entre ces trois objets qui nourrissent notre imaginaire, que finalement ce sont des produits des errements et des tâtonnements de la science. Ces trois exemples donc sont dans ce livre, Curieuse histoire de la science, quand les chercheurs se trompent, de Jean-Charles Baudet, et c'est une histoire assez plaisante, des petites histoires, il y en a 25 environ, des histoires plaisantes et commentées, qui nous dépeignent des contextes historiques et aussi qui nous permettent de mieux comprendre comment se construit la science. Voilà, à la prochaine!